vous demande de l'accueillir, Arnaud Duport. Bonjour Monsieur Duport, entrez, je vous en prie. Bonjour docteur. Monsieur Duport, rappelez-moi pourquoi vous étiez venu initialement. En fait, je faisais une bonne session de badminton avec un ami, puis j'ai ressenti comme une légère douleur au niveau de l'épaule. Mais bon, je m'inquiète pas trop, je viens plus là pour être rassuré. Monsieur Duport, heureusement que vous êtes venu. J'ai les résultats de votre échographie sous les yeux. Laissez-moi regarder. Vous présentez un hypersignal des parties molles de la coiffe des rotateurs. Un hypersignal avec une solution de continuité de grand axe 18 mm, petit axe 12 mm. Solution de quoi? Avec un rétrécissement de l'espace sous-acromial et la présence d'une calcification de l'anthèse du subscapulaire. Calcification? Comme dans ma cafetière? Le tout évoquant une rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs. Oh, une rupture? Vous devriez faire attention avec votre épaule, monsieur Duport, hein. Vous n'êtes plus tout jeune. Oh, fini le badminton pour moi. Heureusement, je peux vous opérer très vite. Laissez-moi regarder mes disponibilités. Juin 2026? Oh, vous venez d'assister à une consultation médicale à peine romancée que j'ai subie il y a quelques années. Alors, laissez-moi revenir sur ce qui s'est passé. J'imagine que, comme moi, la plupart d'entre vous avaient déjà réalisé une consultation médicale à l'issue de laquelle vous avez dû réaliser un examen d'imagerie. Est-ce que ça vous a fait peur? Probablement que oui, peut-être. Pas le médecin, le résultat seulement. Ben, moi aussi. Il se trouve que j'ai consulté il y a quelques années pour une légère douleur à l'épaule, après au moins 2 bonnes heures de badminton. Donc certains d'entre vous diront que c'était un peu logique. Et donc mon médecin me prescrit une échographie. D'abord, il faut signaler que des examens d'imagerie pour mettre une étiquette sur une douleur, donc poser un diagnostic, ça a tendance à faire peur aux patients et ça augmente les chances que sa douleur devienne chronique. En plus, si on fait un examen d'imagerie comme ça, après l'âge de 20 ans, ben on a de fortes probabilités de trouver quelque chose. Si on prend l'un d'entre vous qui n'a mal nulle part, qu'on lui fait faire comme moi, une échographie de l'épaule par exemple, mais ça peut être une radio lombaire aussi, quelqu'un qui n'a pas mal, ben on a de fortes chances de trouver par exemple une lésion du labrum, une discopathie, un début d'arthrose. Vous voyez, ce sont des choses qu'on n'a pas envie d'entendre en général. Je dirais même plus, ça a tendance à faire peur aux patients qu'à aider à la prise en charge de sa douleur. Donc me revoilà face à mon médecin. Je ne sais pas si on a eu le même médecin, mais je pense que le mien est également agent secret. Je vous explique. Aujourd'hui, je suis physiothérapeute, donc je connais les termes techniques. À l'époque, ce n'était pas le cas. Donc j'étais face à lui, puis je le voyais dicter son compte-rendu dans son micro, la tête baissée, l'air grave, rupture, calcification, Inutile de vous dire que j'avais uniquement retenu rupture et calcification. Le jargon médical peut vite nous faire dramatiser. Il y a des mots compliqués, des racines grecques, latines, des mots à rallonge parfois. Autant vous dire que je n'étais pas très rassuré. Donc j'essaye un peu de me positionner, puis je lui demande, est-ce que c'est classique à mon âge de présenter ce genre de choses? J'avais une trentaine d'années à l'époque. Et là, il me répond, tenez-vous bien, vous êtes tous assis, mais vous n'êtes plus tout jeune, monsieur Duport. J'ai failli tomber de ma chaise aussi. Je pensais qu'à 30 ans, on était encore un petit peu jeune. Bref. Là, je me dis, il faut que je prenne les choses en main. Je vais lui demander, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Et là, attention encore, il m'a dit, vous devriez peut-être arrêter le badminton et faire attention à votre épaule. Bon. Après toutes ces bonnes paroles, je rentre chez moi. Puis le temps du trajet, j'en étais venu à avoir peur de bouger mon épaule. Je me suis même dit que j'allais faire très attention à mon épaule et que j'allais arrêter le badminton pour un bon moment. Donc cette consultation, finalement, elle avait clairement contribué à me faire arrêter certaines activités physiques et tout le plaisir social qui en découlait. Donc, je le remercie et je rentre chez moi. Tout ce que je vous ai affiché sur l'écran, toutes ces notions-là, incluant la peur de bouger, ça rentre dans un grand modèle
qui représente les deux grandes trajectoires que peut suivre un patient qui est confronté à une douleur aiguë. Le modèle, le voilà. Il représente le cercle vicieux qui peut contribuer à enfermer le patient dans la douleur chronique. En pratique, qu'est-ce qui se passe? Un participant qui est confronté à une douleur aiguë, il peut avoir tendance à ruminer sa douleur, puis à augmenter la gravité de ses symptômes. Tout ce conditionnement-là, il est d'ailleurs favorisé par plusieurs choses. Des fausses croyances, par exemple. Oh, si je me fais mal, il faut que j'arrête de bouger pour que ça cicatrise. Également par des soignants qui sont parfois maladroits avec leurs propos. Oh, waouh, vous avez une belle rupture. Et troisième chose, et là on est tous concernés, des proches qui sont parfois trop alarmistes ou trop protecteurs. Oh là là, attention, soulève pas ça, tu vas t'abîmer le dos. Qui n'a jamais entendu tu vas t'abîmer le dos? Bon, donc toutes ces croyances-là, tous ces comportements, couplés au fait d'éviter de faire certains gestes ou certaines activités, ça peut emmener à un déconditionnement et à de la dépression. Et tout ça, ça va avoir tendance à nous ramener vers la douleur, et ça en boucle. C'est le fameux modèle de peur-évitement. A contrario, les gens qui ont moins peur de bouger, ils ont tendance à se confronter à la douleur et généralement à guérir. Donc, vous allez me dire, mais c'est bien de nous raconter ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de rentrer dans ce cercle vicieux? En fait, il existe des thérapeutiques actuellement, mais les résultats sont assez mitigés. Et donc, me direz-vous, c'est tout? Ben, écoutez, j'ai presque envie de vous dire oui. Puis en réfléchissant au problème, j'ai pensé à quelque chose. Avant mon échographie, quand je voulais aller chercher quelque chose en hauteur, je faisais ça. Puis après mon échographie, je faisais ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une petite différence, hein, minime peut-être, un détail. Mais là, mon épaule finit pas le mouvement, c'est mon buste qui finit le mouvement. Sûrement une déformation de physiothérapeute. Et là, je me suis dit, attends Arnaud, est-ce que c'est la peur de bouger et d'aggraver ta blessure qui te fait modifier ta gestuelle à ce point-là? Est-ce que si j'avais moins peur de bouger, j'aurais modifié ma gestuelle, ou un peu moins, ou différemment de celle-là? Pourquoi c'est important de se poser cette question? Au sein de la population, caricaturalement, il y a deux types de personnes. Les gens qui ont peur de bouger, puis les gens qui ont moins peur de bouger, ou pas peur de bouger. Les gens qui ont peur de bouger, on l'a vu, ils sont plus susceptibles de développer des douleurs chroniques. Contrairement aux autres, c'est ce que nous disait le modèle. Mais, en présence d'une douleur aiguë, est-ce que les deux types de personnes vont bouger de la même manière? Si on peut identifier une adaptation motrice face à la douleur caractéristique des gens qui ont peur de bouger et donc qui sont susceptibles de devenir chroniques, on pourrait se demander si ce n'est pas ce changement de mouvement particulier qui est en partie responsable de la chronicisation de la douleur. Ça nous permettrait d'associer un changement moteur particulier à la chronicisation de la douleur. C'est exactement le sujet de ma thèse. Avec l'équipe dont je fais partie, on va s'intéresser au changement du mouvement à 3 niveaux. Au niveau de la naissance du mouvement, le cortex moteur primaire, à celui qui réalise le mouvement, le muscle, et puis au mouvement dans son ensemble, comment bougent les segments et les articulations les unes par rapport aux autres. Puis là, vous allez me dire certainement, c'est très bien ton histoire, mais nous on est des patients, on est des familles de patients, comment ça peut nous aider en pratique? Mais si on est capable d'identifier un changement moteur particulier face à une douleur aiguë, chez les gens qui ont le plus peur de bouger, on pourrait improviser des rééducations qui viseraient précisément le niveau qui serait impliqué dans la chronicisation, et ça, dès l'apparition de la douleur chronique. Ça nous offrirait finalement une thérapeutique de plus pour éviter que des centaines de millions de personnes s'enferment dans le cercle vicieux de la douleur chronique. Puis pour terminer, j'aimerais vous poser à tous une question. Vous tous, et moi aussi, en présence d'une douleur aiguë, réfléchissez bien la prochaine fois, comment vous adaptez votre manière de bouger. Je vous remercie de votre écoute.